remercier l'Institut culturel italien et son directeur Fabio Gambaro pour nous permettre d'organiser ces rencontres dans ce magnifique espace. Effectivement, depuis plus de 10 ans maintenant, il n'y avait pas eu d'exposition pour Leonardo Cremonini à Paris, alors qu'effectivement c'est dans cette ville que depuis le début des années 50, il a mené toute sa carrière. Un des peintres les plus singuliers de notre époque, peu connu du grand public on va dire, parce qu'il s'est résolument maintenu à l'écart des modes et des grands courants, et surtout d'une production de masse. L'humaine sensualité qui va naître dans certains de ses tableaux, Cremonini remonte bien loin dans l'obscure sensualité de la pierre. Chez Cremonini, la femme n'est jamais représentée sous un aspect négatif, même ce qui peut être perçu comme tel, justement, son côté massif, lourd, du corps presque statufié, est envisagé sous son meilleur jour, à savoir celui d'une force protectrice. Leonardo Cremonini est un de ces peintres qui croient que la peinture est un savoir et non un métier. Nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un colloque à la Sorbonne organisé à l'initiative de Jacques Lang sur l'art et les artistes. J'avais été impressionné par son intervention très brillante. De cette rencontre est né un dialogue vigoureux sur l'art, sur les artistes, qui peu à peu s'est mué en amitié. Cremonini est un peintre qui a suscité de très nombreux textes de la part, surtout d'écrivains plutôt que d'experts, de quelques critiques cependant et d'historiens de l'art. La deuxième réflexion que je ferai, c'est que la peinture de Cremonini est une peinture mûrement réfléchie, longuement pensée. Sa peinture est toujours à la poursuite du désir. L'érotisme y est toujours présent. À la fin de sa vie, Cremonini était assez désespéré de voir l'effondrement de ce en quoi il avait toujours cru, le socialisme marxiste, la peinture de chevalet, la rationalité en peinture. Je m'efforçais de le rassurer. Nous sommes dans un monde de mode de plus en plus accéléré. Surnageront, j'en suis sûr, les œuvres, les actions artistiques, quelle que soit leur forme, véritablement créatrices. Celle de Leonardo Cremonini en fait partie. Donc, Leonardo Cremonini n'aimait pas que les autres observent ses gestes devant la toile. Leonardo travaillait simultanément sur de nombreuses œuvres encore inachevées, et puis à la fin, c'est terminé. À chaque moment, Leonardo ignorait ce qu'il allait découvrir. C'était à la fois sa propre liberté, son exigence et son inquiétude. Leonardo est d'accord à être proche des surréalistes. Il parlait de l'insolence ensoleillée des surréalistes. Et Cremonini résiste toujours contre le pouvoir, contre les conformismes. Lui-même est un rebelle et un marginal. Pour lui, il y a à la base de tout l'irrationnel, le goût du vertige. Sa vie est tiraillée par la joie et par l'angoisse. En 1957, William Robin publie un texte qui paraît dans la revue Arts et dans le catalogue d'une exposition à la galerie Catherine Viviano à New York. Depuis 1952, Leonardo Cremonini, qui a un peu plus de 20 ans, expose régulièrement dans cette galerie new-yorkaise, alors que lui-même ne s'est jamais rendu aux États-Unis. L'Amérique découvre sa peinture et beaucoup de musées achètent sa peinture à cette époque. C'est pour ça que dans des grands musées américains, on trouve des toiles des années 50 de Cremonini qui ici sont finalement assez peu connues. Les Italiens sont forcément irrémédiablement liés à l'immense héritage artistique dont ils sont les récipiendaires. Ils sont tous les fils de Giotto et de Masaccio. Et Robin cite ces deux peintres dans son article à propos de Cremonini. La monumentalité, le dessin sont donc naturels comme obligés pour eux. Cependant, Robin est quand même un fin esprit, il dépasse rapidement cette explication, on va dire, généalogique et nationale, somme toute réductrice, pour cerner avec une grande finesse, je crois, les traits propres au Cremonini des années 50, avec cette peinture stylisée, silencieuse, aux formes donc monumentales et essentielles. Et on est tous redevables, donc, évidemment, de
son enseignement, de tout ce qu'il nous a transmis par sa générosité. Et c'était pas très simple d'être élève de Cremonini, puisque c'est un homme entier et assez dur. Pour lui, on était soit il pouvait nous aider, soit il pouvait pas nous aider. Et en fait, je me suis rendu compte que la thématique de Cremonini correspondait parfaitement à des choses qu'on pourrait appeler des choses de peintre. Donc je vous raconte ça très simplement, c'est à quel moment on a l'impression que le réel nous prend, c'est-à-dire que ce qu'on voit, on est pris par ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui tourne autour du travail de Cremonini, c'est vraiment cette espèce de surgissement, de vouloir retrouver ce surgissement dans la peinture, de retrouver ce surgissement. Il me semble, enfin, si je peux avoir un jugement sur l'œuvre de mon père, qu'une part de sa singularité est qu'on peut l'analyser par les deux bouts. Par le bout de l'image, de l'iconographie, de ce qui y est montré ou de ce qui n'y est pas montré, puisque évidemment il y a autant de cachés que de montrés, mais aussi par le bout de la matière en ce qu'elle garde le plus de la trace, du chaos, et la chose très perceptible et singulière dans sa peinture, c'est que ce chaos auquel il donne forme reste toujours visible. Voilà, donc je voulais vous remercier de toutes ces interventions et de cette émotion.